Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur ce moment que nous allons passer ensemble autour du sujet du financement, sujet central de la démarche de la rénovation énergétique du parc bâti. Emmanuel Vargon a préparé une intervention que nous allons tout de suite regarder avant de débuter ce moment ensemble et que je puisse vous présenter l'ensemble des intervenants. Bonjour à tous. Je suis ravie de participer à cette belle initiative des 24 heures pour le climat. Je voudrais saluer Anthony Sellier, qui est à l'origine de cette excellente idée, remercier bien sûr Richard Ferrand et tous les parlementaires qui interviennent, mais aussi tous les partenaires. Je pense au Haut Conseil pour le climat, au réseau Action Climat, à I4C et bien sûr au ministère de la Transition écologique à travers l'ADEME, ainsi qu'aux entreprises mobilisées à travers le réseau EPE. Parmi ces 24 thèmes, vous en avez choisi 2 sur la rénovation des bâtiments et vous avez bien raison. Le bâtiment, c'est la deuxième cause d'émissions de gaz à effet de serre en France, à peu près 24%, juste après les transports, et c'est aussi le premier facteur de consommation d'énergie en France. C'est la raison pour laquelle le gouvernement, et moi la première, nous avons pris à bras-le-corps le sujet de la rénovation énergétique des bâtiments. Nous avons commencé l'année dernière avec le lancement de MaPrimeRénov', mais aussi avec tout un travail avec la filière, les artisans sur le label RGE qui permet la qualité des travaux, la lutte contre la fraude et la mobilisation plus efficace des entreprises à travers les certificats d'économie d'énergie. Cette année, nous mettons le paquet à travers le plan de relance, puisque, comme vous le savez, nous mettons 6,5 milliards sur la rénovation des bâtiments, 2 milliards pour les particuliers, ce qui va nous permettre d'élargir massivement MaPrimeRénov', 4 milliards pour les bâtiments publics, à la fois les bâtiments de l'État, notamment les universités, mais aussi les bâtiments administratifs classiques, et les bâtiments des collectivités locales, je pense en particulier aux écoles. Enfin, nous mettons 500 millions sur la rénovation et la réhabilitation lourde des logements sociaux. Tout ceci se fait avec un écosystème qui maintenant est mobilisé, prêt à agir, une filière industrielle qui sera au rendez-vous. Vous avez décidé de consacrer la deuxième table ronde aux copropriétés et vous avez raison. Les copropriétés, c'est un tiers des résidences principales en France, 10 millions de logements sur 30 millions. C'est 740 000 copropriétés et en copropriété, tout est plus long, tout est plus difficile en matière de décision parce qu'il faut tous se mettre d'accord. C'est la raison pour laquelle, avec Julien de Normandie, nous avons souhaité simplifier le droit des copropriétés, et bien sûr avec la chancellerie, et une ordonnance récente est sortie qui simplifie les règles de majorité dans les copropriétés pour favoriser les décisions. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai souhaité ouvrir une aide directe aux copropriétés. Et donc MaPrimeRénov' sera désormais versée à la copropriété elle-même, ce qui veut dire qu'on n'aura pas besoin pour chaque copropriétaire de faire un dossier. C'est la copropriété qui le fera. Et là, il n'y aura pas de conditions de ressources ou de conditions tout court sur les propriétaires, qu'ils soient bailleurs ou occupants. Je crois que c'est de nature à nous aider à aller plus vite sur les copropriétés, sachant qu'en parallèle, on travaille à l'industrialisation de la rénovation, c'est-à-dire des travaux techniques qui peuvent être faits plus vite et avec un coût inférieur à ce qu'on trouve aujourd'hui. Voilà, il me semble que les conditions sont réunies pour que nous soyons au rendez-vous de la rénovation des bâtiments en France. C'est un impératif climatique, c'est un impératif pour le confort, c'est un impératif pour le portefeuille des Français et ça soutiendra massivement l'emploi. Donc, tous au boulot. Merci à Madame Emmanuelle Vargon pour ce message volontaire et enthousiaste. Euh, il est vrai que la crise Covid a mis en évidence une prise de conscience collective des risques sur nos environnements et de l'absolue nécessité de les traiter et de les réduire. Je crois que la réponse nationale à ce défi est véritablement d'ampleur. Mais au-delà des chiffres, la mise en marche, l'harmonisation et la coordination des efforts est un défi qui nous attend. Ajoutons à cela les enjeux sanitaires et sociaux, toujours plus apparents sur la thématique prioritaire des habitats indignes et des passoires énergétiques.
Nous allons donc parler gros sous, nous allons parler investissement, nous allons parler financement, mais aussi du comment. Comment accompagner cet investissement pour le rendre le plus efficient possible. Alors, autour de cette table virtuelle, mais qui traite d'un réel toujours plus brûlant, nous avons un certain nombre d'intervenants, tous très engagés et ultra professionnels. Concernant l'ambition, nous avons choisi de faire parler Maxime Lédé de I4C, qui nous dira comment est-ce que l'argent effectivement arrive. Peut-être qu'il n'est pas encore tout à fait suffisant, mais qu'en tout cas, il se destine à des rénovations beaucoup plus complètes, hein, ce qui va permettre un impact gaz à effet de serre beaucoup plus important. Sur le sanitaire et l'habitat indigne, comment mieux comprendre les différents impacts et les gains associés à cette urgence? Daniel Dubreuil de Rénovons nous fera la joie de nous en parler tout à l'heure. Sur la simplification, nous avons choisi de faire appel à Raphaël Claustre, qui est sur le terrain en permanence et qui a un certain nombre d'idées et de constats sur comment lever les freins pour massifier la démarche. En accompagnement, BNP Paribas, avec Sébastien Soleil, nous parlera des actions en cours, en particulier en termes d'accompagnement des ménages, en phase avec la stratégie d'engagement de sa banque. Et puis deux politiques en coordination, Agnès Deleron, donc, qui travaille au ministère du Développement durable, nous évoquera les actions mises en place par l'État pour harmoniser et coordonner les réponses des différents services et ministères sur ce sujet. Et enfin, Julien Bargeton, membre de la Commission des finances du Sénat, nous fera part de l'engagement des représentants démocratiques auprès des acteurs pour prendre en compte autant que de possible leurs attentes législatives ou réglementaires, toujours pour encore mieux améliorer l'efficacité de la démarche. Nous conclurons ce moment par un bref échange de questions-réponses que vous pouvez d'ores et déjà déposer sur le chat de ce webinaire. Donc, je propose tout de suite à Maxime Lédé de nous faire part de sa vision sur les enjeux budgétaires et sur ce qui est fait et ce qui pourrait être encore plus fait. Bonjour à tous, merci beaucoup Sébastien pour cette introduction. Donc, je suis Maxime Lédé, chargé de recherche au sein de l'Institut économique pour le climat, donc association fondée donc, par la Caisse des dépôts et l'Agence française de développement en 2015. Donc, je travaille en particulier donc, sur le sujet des investissements climat et de leur mode de financement. Donc, c'est plus vaste que la rénovation énergétique, mais c'est un volet important de ce qu'on couvre donc, nous donc, à travers cette étude qui paraît chaque année le panorama des financements climat. Cette étude met en évidence qu'il y a un écart d'investissement entre les montants historiques constatés et les objectifs nationaux donc de la stratégie nationale bas carbone et la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et cela s'exprime notamment aussi donc, dans des écarts d'investissement dans la rénovation thermique des bâtiments. Au printemps dernier, donc, suite à la crise, nous avons tenu à partager donc, des publications sur le sujet de la contribution de l'action climat pour sortir de la crise. Et donc, nous espérons que ces travaux ont pu contribuer donc, sérieusement au débat public. En fait, le principal propos, c'était de dire, pour relancer l'économie, autant la réorienter dans le bon sens, pas comme cela a été fait en 2008 ou 2009, où l'action a été beaucoup tournée vers, notamment, à construire des ronds-points, par exemple. Et là, 30 milliards qui ont été annoncés par le gouvernement, c'est déjà quelque chose, enfin, c'est un bon point de départ, plutôt positif. Et notamment, la rénovation thermique a été bien perçue comme un objectif à prendre en compte donc, par le gouvernement. Donc 2 milliards d'euros sur MaPrimeRénov', c'est bien, car surtout ça comprend une aide dédiée à la rénovation complète et performante. C'est ce qui n'existait pas donc jusqu'à présent. Mais par contre, ce ne sera pas suffisant pour atteindre les objectifs à court terme, pour deux raisons principales. La première, l'offre n'est toujours pas suffisamment structurée. Il faut des artisans qualifiés et compétents pour travailler sur des rénovations complètes et performantes. Et seconde raison, les dispositifs d'accompagnement au niveau territorial sont encore insuffisants pour que les ménages puissent, du début à la fin, bénéficier donc de conseils de plateformes territoriales pour faire leur rénovation complète et performante. Je tiens beaucoup à préciser donc, que les rénovations complètes et performantes en fait, doivent être généralisées pour atteindre les objectifs donc qui, je le rappelle, visent à ce qu'on atteigne un parc à niveau bâtiment basse consommation en 2050. Donc, sans généralisation des rénovations complètes et performantes, il nous semble difficilement faisable d'atteindre ces objectifs.
Sur le bâtiment tertiaire public, c'est un effort considérable, c'est bien plus que ce qui a été fait historiquement et plus que ce que nous avions estimé dans notre note. On a juste 2 points de vigilance. Le premier, c'est de bien veiller à ce que ces projets soient orientés vers des projets de rénovation complète et performante, et ce pour deux raisons principales. La première, déjà, c'est d'atteindre les objectifs de rénovation du parc tertiaire public. Il y a encore un long chemin à parcourir d'ici 2050 pour arriver à la neutralité carbone, et le tertiaire public doit y contribuer. Et la seconde, c'est que ça pourra faire émerger, contribuer à l'émergence d'une filière de la rénovation globale, et donc les porteurs de projets privés, comme les ménages ou les entreprises, pourront en bénéficier pour rénover leurs propres bâtiments. Il faut aussi se rendre compte que ces projets sont longs à mettre en place, en tout cas dans le parc tertiaire public. C'est des difficultés opérationnelles qui se présentent, et donc c'est des enveloppes budgétaires qui risquent de ne pas forcément être consommées dans les 2 prochaines années. Et il faut veiller à ce que ces enveloppes budgétaires soient maintenues, en tout cas après, car le rythme de rénovation du tertiaire public doit être pérennisé dans le temps. Sur le secteur tertiaire privé, il a été annoncé, le gouvernement a annoncé 200 millions d'euros au bénéfice des TPE et des PME. Donc ça correspondait à peu près à ce que nous évaluons pour aider les porteurs de projets privés à rénover leur propre parc de bâtiments. Donc avec les certificats d'économie d'énergie et ce crédit d'impôt, cela peut permettre des acteurs du tertiaire de passer à l'action. Mais là encore, plusieurs points de vigilance. Donc je le répète, accès et rénovation vers la rénovation complète et performante, donc pour avoir des réels gains d'efficacité énergétique. Et également aussi un point de vigilance qui consiste sur la durée de cet instrument de financement. Pour l'instant, à ce que j'ai cru comprendre, il est prévu de durer 15 mois, donc à partir du 1er octobre jusqu'au 31 décembre 2021. Il n'y a pas de raison pour arrêter cet outil après 2022, sachant que le rythme de rénovation dans le tertiaire privé devra toujours s'accélérer pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Donc en général, c'est plutôt un premier aspect positif, c'est un premier pas pour effectuer enfin la transition, mais ce sont des annonces qui en fait ne doivent pas apparaître comme exceptionnelles au titre d'un plan de relance, mais qui devront être pérennisées dans le temps pour veiller à ce qu'on atteigne nos objectifs de réduction de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà, je rends la parole à Sébastien. Merci Maxime. Donc, dans ce grand élan national d'investissement, qu'en pense Leclerc? Daniel Dubreuil. Oui, alors Leclerc, parmi d'autres acteurs qui sont membres de l'initiative Rénovons, puisqu'il y a la Fondation Abbé Pierre, Schneider Electric, il y a la Fédération Solia, il y a beaucoup d'acteurs qui sont réunis dans l'initiative Rénovons. En fait, à Rénovons, nous, on se concentre principalement sur 2 domaines qui sont vraiment prioritaires d'un point de vue social et climatique, qui sont dans le vaste panorama qui a été présenté par Maxime juste avant, qui sont les passoires énergétiques, donc les logements les moins efficaces du parc des logements privés, et particulièrement celles qui sont occupées par les ménages modestes. Dans nos calculs, c'est 2,6 millions de ménages qui sont concernés par cette situation. Et c'est une situation, le fait d'être un ménage modeste qui habite dans une passoire, qui a de très graves conséquences sur la précarité énergétique. Précarité énergétique qui se définit techniquement, mais qui veut dire très simplement ne pas être capable de payer ses factures ou d'être obligé de se sous-chauffer et donc de s'exposer à des conséquences graves, notamment sur le plan sanitaire. La chance qu'on a dans cette situation, c'est que finalement, avec ce trait commun, l'identification des passoires énergétiques comme principal facteur de la précarité énergétique, on a également identifié le principal levier d'action contre la précarité énergétique à travers la rénovation de ces dites passoires. Toutes les passoires ne sont pas occupées par des ménages modestes, mais l'effet collectif, le bénéfice collectif qu'on retirerait à rénover ces passoires est maximisé avec les ménages modestes. Et je vais vous expliquer pourquoi. On a cherché à résoudre la question qui nous rassemble ici, c'est la problématique du financement. Et en fait, on ne va pas trouver de réponse à la problématique du financement dans un pas de temps immédiat. Et avec uniquement, on va dire, les économies d'énergie générées.
ou les emplois générés. Il faut mobiliser d'autres bénéfices collectifs qui nous tiennent à cœur et qui tiennent à cœur à la société, que sont les effets sur la santé, les effets sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, nous, on a essayé, à travers un scénario de rénovation, de projeter, de monétariser ces co-bénéfices, et on obtient des choses quand même très importantes. En rénovant la totalité des passoires en France, on peut créer 100 000 emplois, on peut faire des économies d'énergie très, très importantes, des économies sur facture jusqu'à 1 100 € par an et par ménage. On peut économiser 15 millions de tonnes par an d'émissions de gaz à effet de serre, et on va générer au minimum, au très grand minimum, 800 millions d'euros par an pour des économies de santé. Et tout ça, ça nous amène à une équation. Si on porte en gros la rentabilité à une échelle de temps d'une génération, ce qui est environ 25 ans, ce qui est pour le temps du bâtiment très raisonnable en termes de temporalité, on arrive à un équilibre du financement de cette politique publique, y compris si on va jusqu'à une prise en charge quasi à 100% pour la rénovation de ces passoires énergétiques pour les ménages modestes. Je fais un tout petit point, puisque vous l'avez cité, sur l'importance des bénéfices sanitaires que peut porter une politique ambitieuse de rénovation des passoires. Ça va faire des économies très importantes directes pour la sécurité sociale, mais ça va également créer un changement radical du cadre de vie. Donc, ce qu'on appelle pudiquement, et ce qui a été d'ailleurs cité par Madame la Ministre, comme étant le confort. Mais en fait, le confort, ça a une charge très large qui est plus généralement tout ce qui concerne le cadre de vie et des relations familiales, des relations intrafamiliales, des conséquences sanitaires. Donc, on a dit, ça peut être des impacts cardiovasculaires, dermatologiques, rhumatologiques très importants. Et donc, on voit que c'est des facteurs qui peuvent être tout à fait propices à aggraver la situation sanitaire que l'on vit, et qui vont avoir aussi des conséquences très importantes sur le plan psychologique, sur le plan de la socialisation, sur le plan de la recherche d'emploi, qui sont moins quantifiables monétairement, mais qui sont réels. Donc, ça prend un relief très particulier aujourd'hui, cette politique, dans le cadre d'un contexte de crise sanitaire. Sur la question des financements, pour en arriver directement au sujet, l'idée, c'est quand même de savoir ce que l'on veut en premier à travers une politique publique. Il faut définir des priorités d'action, donc des cibles en termes de ménages qu'on veut viser, modestes, moyens, hauts revenus, des cibles sur la typologie de logement, passoire, où est-ce qu'on veut aller, et vraiment dire où est-ce qu'on veut aller. Est-ce qu'on veut aller vers une politique de petits gestes, des petites rénovations, des grandes rénovations, avoir un très fort effet sur la précarité, avoir un très fort effet sur l'émission de gaz à effet de serre, ou est-ce qu'on veut des effets durables sur la baisse des consommations énergétiques? Une fois qu'on a défini cela politiquement, alors il faut calibrer les outils financiers dont on dispose actuellement et les mettre à niveau de ces objectifs politiques. Aujourd'hui, on a 3 instruments. Donc, on peut mettre de l'argent public financé par l'impôt, c'est-à-dire la solidarité nationale, ou par la dette, la solidarité intergénérationnelle, ce que l'on peut observer d'ailleurs aujourd'hui par ailleurs massivement sur d'autres secteurs, et bien s'interroger quand on mobilise ce type de financement sur le fait qu'elle va bien financer des actions qui portent une grande ambition sociale et climatique, pour rejoindre ce que disait tout à l'heure Maxime, à la fois nos objectifs climatiques, mais aussi des objectifs sociaux qu'on peut se fixer, qui forment la véritable unité nationale. On peut organiser le fléchage des investissements privés dans un autre temps, qui sont des investissements épargnés, des capitaux, pour les maîtres d'ouvrage qui investissent, donc ce que sont les ménages, créer des conditions attractives de prêt, avec un exemple comme l'éco-PTZ, en les rendant rentables, en fait, en les adossant à ces prêts à des véhicules financiers qui seront d'autant plus attractifs, on en parlera peut-être plus tard, qui aura un fort signal prix du carbone, avec des fortes obligations réglementaires, avoir une taxonomie pour le fléchage des investissements, des obligations de rénovation. Et enfin, un principe qui ressemble un peu à celui du modèle du pollueur-payeur, et je m'arrêterai là, qui est transformer un modèle économique qui est notre cadre actuel, qui consomme, vers un modèle économique qui économise. Aujourd'hui, on consomme énormément d'argent dans ce modèle qui consomme de l'énergie, alors qu'on pourrait en fait l'utiliser à fabriquer un marché qui économise. Et pour cela, on a un instrument pour lequel il faudrait revenir aux fondamentaux, qui est le système des C2E, qui doit financer des actions qui vont vraiment générer de réelles économies d'énergie. Aujourd'hui, dans les exemples opérationnels dont il faudrait s'inspirer, on va en parler tout à l'heure, ce sont les sociétés de financement qui vont transformer des dépenses énergétiques en des dépenses qui vont permettre des économies d'énergie. Et la solution, elle se trouve dans une bonne utilisation de ces 3 leviers.
On ne pourrait pas dire qu'il faut plus d'argent public que plus d'argent du C2E ou plus d'argent privé. Ce qu'il faut, c'est arriver à pouvoir orienter ces trois leviers, ces trois sources de financement vers la production d'une économie, d'un modèle économique qui va faire générer des économies d'énergie et pas permettre la poursuite des dépenses liées à la consommation énergétique, qui est quand même largement le cadre actuel. Merci beaucoup. Merci Daniel. Je rajouterai à votre propos qui est intéressant parce qu'on voit qu'on peut également financer par de la réduction de dépenses en fait. Je rajouterai un dernier point qu'on a rencontré lors d'une étude qu'on a menée pour EPE récemment avec le cabinet Énergie Demain sur la valorisation du do-it-yourself. C'est-à-dire quelles sont les conditions réglementaires qui permettraient effectivement d'investir une partie de son temps, et en particulier, je pensais à cette vague de chômage qui arrive. Comment est-ce qu'on peut utiliser ce temps pour rénover son propre environnement? Alors, le do-it-yourself, ça ne sera pas le cas chez Raphaël Claus, qui dirige Île-de-France Énergie, qui lui a une expérience terrain sur des grands ensembles et sur lequel il a quelques constatations qu'il va partager avec nous. Bonjour, merci de me donner la parole. Je suis donc Raphaël Claustre, directeur d'Île-de-France Énergie, qui est l'opérateur de transition énergétique de la région Île-de-France. Et l'une de nos principales activités est la rénovation énergétique des copropriétés, où l'on assure la rénovation en faisant tout en un, c'est-à-dire qu'on fait toute la maîtrise d'œuvre, le rôle que tient parfois l'architecte, toutes les études thermiques, tout l'accompagnement, toute l'ingénierie financière et tout le financement, comme le font parfois les banques. Le but, c'est de simplifier et de rendre faisable cette rénovation énergétique globale qui est à la fois nécessaire et inscrite dans les objectifs de la loi. D'abord, avant de parler du financement, je voudrais insister sur le fait que moi, je vais parler plutôt de finance projet. Quand on parle de financement, on peut parler des grandes masses. On peut dire, pour atteindre les objectifs de politique publique en France, il faut aller chercher 20-25 milliards d'euros de financement. C'est ce qu'on trouve quand je regarde Maxime de I4C. Dans les grandes masses, c'est à peu près ce qu'il faut. Moi, je vais descendre à l'échelle micro, c'est-à-dire sur un projet, ce que ça peut donner. Ensuite, pour retomber au niveau macro, il faudra multiplier par les 500 000, 600 000, 700 000 rénovations nécessaires par an. En copropriété, qui est le secteur sur lequel nous agissons le plus, alors qui est toujours très oublié, mais la ministre, je la remercie, a rappelé quand même que c'était à peu près un tiers de l'habitat, donc ça ne mérite pas tout à fait d'être maltraité comme ça l'est habituellement. 25 000 € en moyenne pour une rénovation globale. C'est une moyenne, il faut toujours faire attention avec les moyennes. On a plein de cas où on est au-dessus. Les logements extrêmement vitrés, les logements très amiantés, c'est malheureusement pas rare. Hein. Quand on travaille sur une copropriété, notre sujet n'est pas est-ce qu'il y aura de l'amiante, c'est comment on va gérer l'amiante qu'on va trouver. On sait qu'il y en aura, parce qu'on travaille beaucoup sur les périodes des 30 glorieuses. Donc environ 25 000 € pour une rénovation globale, c'est-à-dire ce qui est inscrit dans la loi, s'approcher de l'objectif BBC, être de l'objectif bâtiment basse consommation. Pour une maison individuelle, on sera à peu près au double, un petit peu moins. Et pour 25 000 €, on va tout traiter, c'est-à-dire isoler toutes les façades, changer toutes les fenêtres qui sont anciennes. En copropriété, certaines auront été changées, d'autres non. Isoler la toiture, isoler les planchers bas. Donc, une fois qu'on a fait ça, traiter les menuiseries et les façades, les parois opaques, toute l'enveloppe est isolée. Et à partir de là, on va pouvoir traiter ce qu'on appelle les systèmes, c'est-à-dire l'eau chaude sanitaire, le chauffage et la ventilation. Et quand on a traité tout ça, on a transformé un vieux bâtiment en mauvais état en un beau bâtiment esthétique, confortable et peu polluant. Et ces 25 000 €, d'où est-ce qu'ils viennent? Il faut bien se rendre compte qu'il y a plusieurs sources de financement. On parle beaucoup des 7 milliards d'euros de France Relance pour la rénovation énergétique. Il faut bien se rendre compte que toute la rénovation énergétique ne va pas être financée ni par France Relance seule, ni par les subventions uniquement. Les subventions, c'est un levier, c'est un déclencheur, mais ce n'est pas la totalité des financements. Et heureusement, l'État aurait du mal, même en période d'intervention massive, à apporter 20 à 25 milliards d'euros par an. Donc, les financements vont venir en partie de ce qu'on appelle les fonds propres des ménages, qui sont propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs. Ils vont venir en partie de dettes quand les ménages vont s'endetter auprès de banques, et ces banques elles-mêmes vont aller se refinancer auprès de différentes institutions. Et puis, des subventions. Donc, les subventions contribuent, c'est un levier plus ou moins important selon les cas, et le but, c'est que les subventions soient bien dimensionnées, c'est-à-dire qu'elles soient suffisamment élevées pour pousser les ménages à aller faire ce qui est bon pour l'intérêt général, des rénovations énergétiques ambitieuses, et le moins élevé possible en même temps pour avoir un bon effet levier et que l'État ait à mettre le moins possible pour un effet fort.
Ce qu'on constate sur nos projets actuellement, c'est que pour les ménages qui n'ont pas de problème d'argent majeur, donc les 3/4 des ménages, on est à 15-20% de niveau de subvention, ou allez, 10-20%. Donc sur les 25 000 euros en moyenne, eh bien, les subventions à ce jour apportent dans les 3, 4, 5 000 euros pour les ménages qui n'ont pas de problème d'argent majeur. Et puis pour les ménages qui sont à revenus modestes, là, on va plutôt être sur du 40-50% au niveau de subvention. Et puis pour les ménages à revenus très modestes, on va plutôt tourner à du 70-80% de taux de subvention. Et puis ensuite, pour le reste à charge qui n'est pas apporté par les subventions, il va falloir soit mobiliser l'épargne. Donc si les ménages nous disent pas de problème, j'ai de l'argent sur mon compte, ben, c'est super pour eux et tout est simple. Enfin, encore faut-il qu'ils souhaitent la mobiliser, l'épargne. Mais c'est simple. Et puis après, pour tous ceux qui n'ont pas ou pas assez d'épargne pour faire une rénovation énergétique globale, il faudra faire appel à un prêt. Donc, bon, déjà, il faudra trouver un prêt auprès de sa banque. Bonne chance, parce qu'il faut trouver un prêt qui soit adapté, c'est-à-dire un prêt sur une longue durée et qu'il y ait un taux bas. Donc, il existe l'éco-prêt à taux zéro de l'État que certaines banques distribuent et qui permet d'atteindre des durées de 15 ans sur des taux de zéro ou voisins de zéro. Donc là, on est sur des maturités, des durées assez longues et des taux bas. Pour un ménage à revenus donc sans difficulté, les 3/4 des ménages, les 25 000 euros avec 10-20% de subvention, ça va nous donner 140 euros de remboursement par mois à peu près. Et si en plus on enlève les économies d'énergie, ça nous fait une bonne centaine d'euros. Je suis toujours en copropriété. Pour une maison individuelle, on est à peu près au double, mais on est aussi à peu près au double en termes d'économie d'énergie. Donc ça veut dire qu'une bonne centaine d'euros pour un ménage qui n'a pas de problème d'argent majeur et qui en plus améliore son habitat, c'est-à-dire qu'il fait un ravalement, il traite sa façade, il change ses fenêtres, on n'est pas sur des investissements délirants. Pour des ménages à revenus dits modestes, on va plutôt être sur une cinquantaine d'euros, une fois qu'on a fait un prêt, enlevé les subventions et enlevé les économies d'énergie. Et pour un ménage à revenus très modeste, on est généralement je parle de moyenne, il faut être prudent avec les moyennes, à une vingtaine d'euros. Donc on est sur des efforts qui sont très faibles, sachant en plus que ces ménages, de toute façon, avaient besoin, au moins en copropriété, de faire un ravalement. Ils avaient besoin d'intervenir de toute façon. Donc voilà les grandes masses sur de l'individuel à l'échelle projet. Maintenant, si vous voulez remonter à l'échelle d'une copropriété, vous faites fois le nombre de logements. Et si vous voulez remonter à l'échelle des grandes masses nationales, vous faites fois 500 000, 600 000, 700 000. Et puis, pour ce qui concerne la possible optimisation, je vais me concentrer sur l'optimisation ou proposition d'amélioration. Je vais me concentrer sur les questions de financement. Je ne vais pas parler de l'accompagnement, même si c'est extrêmement important, mais on n'a pas le temps et ce n'est pas le sujet. Sur l'accompagnement, on aura la même logique que sur la subvention, c'est-à-dire trouver la juste part, ce qui doit être fait en subvention, parce que s'il n'y a pas de subvention, ce ne sera pas fait, et ce qui doit être fait payé par les usagers, parce que les usagers sont prêts à le payer, les consommateurs sont prêts à le payer. Je ne vais pas non plus parler de l'obligation, même si l'obligation est extrêmement importante et qu'on est dans un contexte où on sait qu'une obligation de rénovation va être mise en place, puisque le président de la République s'y est formellement engagé en adoptant les 147, en adoptant les mesures de la Convention citoyenne pour le climat et en excluant 3 des mesures. Il a donc adopté toutes les autres et il a donc officiellement adopté la mesure qui dit rendre obligatoire la rénovation énergétique globale des bâtiments d'ici 2040. Donc, on attend la transformation de cet engagement du président de la République. Et puis, il y a quand même déjà une obligation sur certains secteurs. Par exemple, en copropriété ou dans le logement collectif, ça s'applique à tous, mais c'est plus dur à appliquer en logement individuel. Quand on fait un ravalement, on est obligé d'isoler. Il est interdit de ravaler sans isoler. Et c'est une très bonne chose parce que c'est le meilleur moment pour isoler un bâtiment. Donc, je viens de parler de ce que… Oui, ouais, je suis déjà limite. Voilà. Alors, en 2 secondes, sur les questions de financement, un bon cocktail entre les aides et le reste, c'est-à-dire la dette et les fonds propres. Il faut 2 types d'aides. Une aide qui pousse à la performance, c'est ce que la ministre a annoncé. Alors, pour l'instant, on n'a que les ébauches, mais une version de ma prime rénov, le principal dispositif d'aide, qui soit pour les rénovations performantes en maison individuelle et en copropriété pour les maisons performantes et versée à la copropriété, pas versée au ménage, avec une suppression progressive, doucement dans le temps, de ma prime rénov pour le bricolage, pour les petites rénovations, changement de chaudière et choses comme ça. On ne pourra jamais supprimer en parallèle les aides plus importantes, voire beaucoup plus importantes, qui sont aujourd'hui distribuées par l'ANA sous le nom Habiter mieux sérénité pour les ménages modestes et très modestes. Pour cela, il faudra continuer à avoir des taux d'aide importants. On ne sait pas comment faire sans. Et puis, sur les certificats d'économie d'énergie, ils peuvent être conservés, mais vraiment veiller à ce qu'ils encouragent plus à faire des rénovations globales
Aujourd'hui, ils encouragent à aller dans le sens contraire, des rénovations par petits bouts du bricolage. Et pour ce qui est ça c'est pour le côté subvention, et pour ce qui est le côté dette, essayer d'aller vers des produits qui soient généralisés sur des maturités un peu plus longues. Il existe l'éco-prêt à taux zéro avec les défauts qu'on lui connaît, c'est-à-dire que les banques de détail ont peu envie de le distribuer. Il y en a quand même qui le distribuent. Et pour celle-ci, il serait peut-être intéressant de l'allonger un petit peu. Il est plafonné à 15 ans, on l'allongeait à 20 ans, ne changerait pas énormément les choses. Et puis pousser les banques à proposer des produits qui soient basse maturité, taux bas et longue durée. 20 ans serait un minimum. Et puis, dans le secteur de la copropriété, dire aux banques qu'elles doivent faire des prêts en copropriété. Elles ont toutes abandonné ce secteur quasiment. Heureusement, c'est BNP, c'est la seule qui n'a pas abandonné ce secteur avec la caisse d'épargne. Aujourd'hui, il n'y a que 3 acteurs qui proposent des prêts en copropriété. C'est une filiale de BNP qui s'appelle Domo Finance, Caisse d'épargne Île-de-France. Et nous, je vous remercie et m'excuse pour… Merci Raphaël, je vois que ta passion est à la mesure de ton engagement et en plus tu me fais un pont parfait pour que Sébastien Soleil puisse expliquer la stratégie de BNP Paribas, très en phase avec la volonté d'être une banque engagée. Oui, bonjour à tous. Merci Sébastien. Bon, merci Raphaël pour cette transition. Donc oui, je voudrais aborder rapidement 3 points avec vous aujourd'hui. Premier point, alors on est nombreux à l'avoir déjà dit aujourd'hui, mais chez BNP Paribas, on est convaincu qu'on a besoin d'une forte accélération de la rénovation énergétique des bâtiments. Si on veut atteindre les objectifs climatiques de l'accord de Paris, les objectifs climatiques de la France et notamment la neutralité carbone à 2050, il faut vraiment donner un grand coup de pied dans la fourmilière. Il faut que tous les acteurs accélèrent fortement. Tous les acteurs, donc pouvoir public, bien entendu, propriétaires, parce qu'in fine, c'est quand même eux qui décident de faire ou non les travaux, filière du bâtiment et banques. Alors, pour donner un chiffre à ce sujet-là, donc l'association Entreprises pour l'environnement EPE, dont nous sommes membres, avait conduit l'année dernière une étude qui s'appelait ZEN 2050, Zéro émission nette 2050, pour étudier les conditions de faisabilité de la neutralité carbone pour la France à 2050. Et il y avait des analyses sectorielles. Et dans le secteur du bâtiment résidentiel et tertiaire, cette étude estimait qu'il était nécessaire de réduire les émissions de gaz à effet de serre entre 2015 et 2050 par 10. Et pour atteindre cette division par 10, ça pouvait passer par une division par 5 des consommations énergétiques et par une division par 2 du contenu carbone de l'énergie. Voilà. Donc, ce qu'on vise quand même, c'est une division par 5 de la consommation énergétique du parc de logement, du parc de bâtiments français entre 2015 et 2050, via de la construction neuve et essentiellement quand même de la rénovation énergétique. Donc, un gros challenge. Alors, ça, on a évoqué beaucoup de choses jusqu'à maintenant. Moi, je vais me concentrer un peu sur la partie financement. Donc, comme Raphaël vient de le dire, ça peut être financé, il y a d'abord les subventions, ça peut être financé sur fonds propres, ou ça peut être financé pour les ménages qui le souhaitent, par des crédits. Donc, un peu de 2 cas de figure. Le premier cas de figure, les travaux de rénovation énergétique se font au moment de l'achat du bien, l'achat du logement. Et donc là, il est possible, ça peut être intéressant dans certains cas, d'intégrer le coût des travaux de rénovation énergétique dans le crédit immobilier. Donc, c'est une possibilité. Sinon, l'autre alternative, donc soit au moment de l'achat du bien, soit au cours de la vie du bien, c'est en effet des crédits conso spécifiques. Et donc là, il y a 2 cas de figure. Raphaël en a déjà un peu parlé. Le cas de figure des logements individuels et le cas de figure de la copropriété. Donc, dans les 2 cas, l'État prévoit des éco-prêts à taux zéro. Il y a quand même encore certaines lourdeurs administratives que je vais aborder très, très brièvement. Il y a des progrès qui ont été faits. Dans l'individuel, l'éco-prêt à taux zéro a été simplifié en août, enfin fin 2019, et ça a donné un coup de push aux banques. Ça leur a permis de distribuer plus d'éco-prêts à taux zéro. Il y a encore des améliorations possibles, mais ça a quand même été positif. Nous, BNP Paribas, à cause de ces contraintes administratives avant la simplification, on avait décidé de ne pas distribuer l'éco-prêt à taux zéro parce qu'on trouvait ça pas ça rentable, pas ça intéressant. Et on a décidé de le remplacer par un prêt aux mêmes conditions, donc taux zéro jusqu'à 15 ans, avec le même plafond, 30 000 €, avec les mêmes travaux éligibles, qui est énergie bio, donc soit 1%, soit 0%. Voilà. Donc on a un prêt équivalent
mais qui nous semblait plus simple et on a beaucoup simplifié les démarches administratives, donc c'est plus simple pour le conseiller bancaire et pour le client. Pour les copropriétés, donc comme Raphaël le disait, il y a très peu de banques qui le distribuent. Il y a quand même Domo Finance, filiale de BNP Paribas et d'EDF. Alors, pourquoi il y a très peu de banques qui le distribuent? C'est que pour l'instant, ce n'est pas du tout rentable pour les banques, pour des raisons administratives, en fait. C'est qu'il y a une question de taux maximum auquel les banques peuvent proposer les prêts. Et pour financer des travaux de rénovation énergétique, ou des travaux de rénovation de façon générale, le taux maximum est de 5,5% pour les logements individuels et seulement de 1,77% en copropriété. Donc pour les travaux de rénovation, plus largement que la rénovation énergétique, on a une forte contrainte sur les crédits aux copropriétés, ce qui limite l'attractivité de ces crédits pour les banques et ce qui fait que malheureusement, nous on est très contents de les distribuer, de Domo Finance le pousse pas mal et travaille beaucoup avec les syndics de copropriété pour pousser ce produit. Mais bon, pour que la rénovation énergétique accélère dans, dans les copropriétés, il serait quand même intéressant que l'ensemble des banques puissent le distribuer et ce qui pourrait se faire via un alignement de ces taux maximum. Donc, du strict point de vue, la proposition d'offre de crédit, on propose des crédits de maturité longue, 15 ans. Alors, bon, Raphaël, vous disiez que ça serait mieux à 20 ans, bon peut-être, mais 15 ans, c'est déjà relativement long. Des taux à 0%, donc là, on est un peu à la limite de la baisse des taux. Donc après, on peut simplifier un peu administrativement, mais de toute façon, on pense que le rôle des banques, enfin le rôle de BNP Paribas, en tout cas, ne s'arrête pas là. Et là, j'en arrive à mon troisième point. C'est bien, on est convaincu que c'est bien d'avoir des produits attractifs, des offres de crédit attractifs, mais on pense que le rôle d'une banque, ça peut être d'aller plus loin. On est convaincu même que nous sommes là aussi pour accompagner nos clients, voire les former, les sensibiliser, voire les inciter à conduire ces travaux. Comment on fait ça? Alors, il y a trois volets pour cela. Déjà, on va lancer, donc pour l'instant, c'est live seulement pour nos conseillers bancaires, mais ça sera live bientôt pour l'ensemble de nos clients. On va lancer un outil qui s'appelle Mon Projet Rénovation, qui sera là pour aider nos clients, pour accompagner nos clients dans l'ensemble de leur projet de rénovation énergétique. Donc, ça commence avec un autodiagnostic énergétique, voilà, est-ce qu'il est pertinent sur des travaux, lesquels, etc. Après, on passe à une phase d'identification des travaux et de chiffrage poste par poste de ces travaux. Ensuite, sur la base de ces chiffrages et de cette identification des travaux, une identification des aides disponibles et une aide à l'obtention de ces aides. Ensuite, une fois qu'on a fait le budget, on a déduit les aides, il y a une étape de plan de financement complet. Donc voilà, quels sont le bon moyen de financement, fonds propres ou crédit, et si oui, quel type de crédit. Et enfin, mise en relation avec des artisans RGE, donc reconnus garants de l'environnement, qui sont capables de faire ces travaux dans la région du client. Donc voilà, un parcours de bout en bout pour vraiment accompagner nos clients dans l'ensemble de leur démarche. Alors, c'est toujours pareil, on a des offres de crédit, on a une offre d'accompagnement, mais il faut que ça soit mis, il faut que le client en soit conscient, il faut qu'il soit accompagné. Donc, ce qui est très important aussi, c'est que nos conseillers bancaires soient compétents, formés, sensibilisés et soient capables d'accompagner au mieux leurs clients. Et donc, pour cela, on a lancé un gros programme de formation de l'ensemble de nos conseillers bancaires en France. On l'a lancé début juillet, il y a 4 modules de formation là-dessus. Et on souhaite former tous nos conseillers bancaires, nos 9000 conseillers bancaires, d'ici à l'automne. Pour l'instant, on est à plus de la moitié. On a constaté avec satisfaction que de nombreux de nos conseillers bancaires s'étaient déjà formés, avaient déjà suivi les 4 modules pendant l'été, donc c'est très bien. Et en plus, on a aussi 450 conseillers spécialisés en immobilier, donc là vraiment des conseillers spécialisés, répartis dans les régions, qui viennent en soutien aux conseillers bancaires. Et donc, eux, c'est pareil, on veut tous les former entre septembre et octobre. Et donc, fort de cette formation, de cette sensibilisation, on estime, et c'est le troisième volet, que nos conseillers bancaires pourront aborder leurs clients sur ces sujets dans un peu 3 types de rendez-vous. Donc, premier type de rendez-vous, le client arrive, bonjour monsieur le conseiller bancaire, je voudrais acheter un logement.
Là, le conseiller bancaire, oui, dans quel état il est, votre logement? Est-ce qu'au moment de l'achat, vous voulez faire des travaux de rénovation énergétique? Et de fil en aiguille, on déroule la plan. Deuxième type de rendez-vous. Bonjour, monsieur le conseiller bancaire. Je voudrais faire des travaux de rénovation dans mon logement. Très bien, monsieur. C'est quoi vos travaux de rénovation? Est-ce que vous avez inclus de la rénovation énergétique dans ces travaux de rénovation? Oui, non. Est-ce que c'est nécessaire? Et pareil, on déroule la plan. Et troisième type de rendez-vous, c'est de façon plus générale. Un client peut avoir des rendez-vous réguliers un peu généraux avec son conseiller bancaire. Et là, le conseiller bancaire, s'il est bien formé et bien sensibilisé, peut voir si c'est pertinent d'aborder le sujet. Donc, on marche vraiment sur trois volets. C'est une offre de crédit attractive, donc énergie bio 1%, énergie bio 0%. Deux, le parcours Mon projet rénovation pour accompagner les clients dans l'ensemble de leur démarche de rénovation énergétique. Et trois, formation et sensibilisation des conseillers bancaires d'ici à l'automne. Et donc là, on estime qu'on est prêt pour accompagner l'accélération des efforts de rénovation énergétique qui sont vraiment nécessaires. Et donc, on a hâte de voir comment ça va se dérouler dans la lignée du plan de relance et de voir comment cette accélération va prendre réellement corps avec l'ensemble des acteurs sur le terrain. Donc, rendez-vous dans quelques mois pour voir à quelle vitesse va l'accélération. Merci Sébastien. Je trouve que ce sujet de la rénovation énergétique du bâtiment a ceci de commun à tous, c'est qu'il génère la passion, l'enthousiasme et la volonté véritablement de tirer dans le bon sens, qu'un banquier se mette effectivement à accompagner sur l'ensemble du projet Réno avec un tel plan de formation. Je crois qu'on tient le bon bout. Je crois que cette nécessité d'harmonisation, cette nécessité d'aller ensemble vers ce sujet, qui est un sujet commun, et quelque chose qui caractérise également l'État, Annelise Deleron. Oui, merci de me donner la parole. Bonsoir à toutes et à toutes. Ce qui caractérise depuis quelques années l'État, c'est une politique vigoureuse en matière de rénovation énergétique. Et l'année dernière, les pouvoirs publics ont souhaité mettre en place une cellule de coordination interministérielle autour de cette politique publique, de manière à ce que l'ensemble des administrations et agences soient le plus efficacement possible accompagnées pour que ce sujet-là, qui est un sujet de responsabilité du ministère du Logement et du ministère de la Transition écologique, essaime aussi dans les autres ministères. Et le plan de relance que la ministre Emmanuelle Wargon a rapidement présenté en vidéo introductive montre bien que l'on adresse toutes les cibles. Donc aujourd'hui, soyez assurés que c'est une politique publique qui est éminemment interministérielle dans sa déclinaison et qui occupe un grand nombre d'administrations et d'agences. Le thème de la table ronde de 18h à 19h dans ces 24 heures du climat, il est sur le financement de la rénovation énergétique. Et il m'a semblé important, en ayant la possibilité d'intervenir en fin de table ronde, de rebondir aussi sur ce que j'avais pu entendre des uns et des autres avant de passer la parole à la représentation nationale. J'ai avec attention écouté les propos précédents et notamment les craintes qui avaient pu être exprimées par les uns et par les autres, que l'on finance plutôt du monogeste et que, par exemple, ça a été cité, les certificats d'économie d'énergie s'orientent plutôt vers le financement de gestes uniques. C'est vrai qu'aujourd'hui, le mécanisme fonctionne ainsi sur des fiches actions. Je veux simplement, parce que c'est l'actualité de la journée, porter à la connaissance du plus grand nombre qu'une bonification autour de la rénovation globale, une bonification des fiches C2E autour de la rénovation globale en maison individuelle vient d'être soumis à la consultation et sera annoncée par le ministère sous réserve de l'avis du Conseil supérieur de l'énergie à la fin du mois. Donc on a vraiment cette envie à la fois de pouvoir favoriser du geste à geste, parce qu'on a des ménages qui financièrement ne pourront aller que là-dessus, tout en les mettant dans un parcours de rénovation, et aussi cette volonté d'encourager la rénovation globale. MaPrimeRénov', qui jusqu'à aujourd'hui, en 2020, était réservée à une certaine catégorie de ménages, sera désormais ouvert à tous les ménages sans distinction, et avec une volonté d'emmener les ménages vers la rénovation globale. Donc c'est, je crois,
dans ce chapitre sur le financement de la rénovation énergétique une orientation qui est à saluer. Sur MaPrimeRénov' encore, je crois qu'il faut retenir, comme l'a bien expliqué la ministre, qu'en matière de financement, ça va désormais être l'aide pivot à la rénovation énergétique des logements, en étant à la fois ouvert à l'ensemble des déciles, mais aussi en étant ouvert aux propriétaires bailleurs et aux copropriétés. Et Raphaël Claustre l'a largement développé. La grande nouveauté, c'est qu'on ne fera plus la somme des copropriétaires, mais qu'on aura vraiment une aide globale à la copropriété, qu'il y a une vraie volonté des pouvoirs publics que dès ce dernier trimestre de l'année 2020, on puisse sentir les effets de cette ouverture de prime et cet effet sur le marché. Et donc, l'ensemble des travaux qui seront éligibles à cette nouvelle prime Rénov' et qui auront fait l'objet de devis signés à partir du 1er octobre prochain pourront être éligibles à MaPrimeRénov'. Il y aura une rétroactivité qui sera permise et je sais que, en tout cas j'imagine que tous ceux qui nous regardent et je sais que ceux qui sont à mes côtés dans cette table ronde ce soir sont très en attente des précisions techniques sur les seuils de ressources, sur les équipements éligibles. C'est une annonce que la ministre du Logement et que les pouvoirs publics en général feront d'ici quelques jours. Mais voilà, je voulais que vous reteniez quand même qu'on est dans un écosystème et peut-être un dernier mot aussi pour parler des bâtiments de l'État, parce que les interventions qui se sont succédées, et moi je salue tout l'engagement de BNP Paribas autour de la rénovation des logements privés. Il y a aussi un gros volet autour de la rénovation des bâtiments publics. Ce plan de relance, il s'inscrit de manière générale et spécialement dans la rénovation des bâtiments publics dans une continuité d'une politique engagée depuis 3 ans maintenant d'accompagnement et de volontarisme mis sur la rénovation des bâtiments, spécialement sur les bâtiments des collectivités locales. Sur les bâtiments de l'État, 3 types de travaux seront financés. Certes, des travaux à gain rapide, à temps de retour sur investissement assez rapide, mais qui aussi sont une manière de soutenir la filière et de pouvoir mettre ces maîtres d'ouvrage publics dans une dynamique de rénovation. Et sinon, on est bien sur 2 autres types de travaux financés, des travaux de réhabilitation globale ou l'embarquement de travaux de performance énergétique dans des réhabilitations plus lourdes. Et il me semblait que ça avait été évoqué, je crois, par Maxime Ledez de I4C et que cette précision était importante. Et puis, à côté de ces financements supplémentaires qui sont apportés par le plan France Relance, il y a toute une dynamique d'accompagnement des collectivités territoriales qui se met en place parce qu'il faut que l'on ait à l'esprit que les grosses collectivités territoriales, par exemple, ont en leur sein les ressources pour mener à bien des projets de rénovation énergétique, mais que ce plan France Relance, il adresse l'ensemble des territoires. Et donc, il faut aussi avoir les mécanismes d'accompagnement des plus petites collectivités locales. Et ça, c'est ce qui est déjà en place avec différents programmes C2E qui sont dédiés à l'accompagnement des collectivités. Je pense notamment à un programme porté qui s'appelle ACTE, qui est porté par la FNCCR, à un kit d'accompagnement des élus qui est également en place aujourd'hui. Et donc, je veux que vous reteniez que on est aujourd'hui dans un momentum particulier où le financement de la transition énergétique est largement mis en lumière parce qu'on a des chiffres conséquents sur la relance et on n'a pas évoqué parce qu'ils sont fléchés au titre du Ségur de la santé, mais il y a aussi des enveloppes conséquentes sur la rénovation énergétique des bâtiments de santé, comme il y a aussi des enveloppes conséquentes sur le financement de l'apprentissage, de la reconversion professionnelle, de la sensibilisation au métier du bâtiment et qu'en somme, on adresse ainsi à la fois un stimuli de la demande, un soutien de l'offre et de la filière du bâtiment et de l'immobilier pour accélérer cette opération de rénovation énergétique. Et je crois que c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est vraiment dans une impulsion par les financements, mais qui se conduit dans la durée par un accompagnement et un déploiement de la politique publique. Un engagement de tous au service de tous. Julien Bargeton, vous voulez peut-être conclure la tournée des intervenants par un mot de la représentation nationale? Oui, mais je vais laisser le temps pour les questions puisqu'il est moins 10. Donc, je voudrais retenir 3 choses. D'abord, j'ai le sentiment d'un très fort consensus
la rénovation énergétique des bâtiments, ça permet de créer de la richesse, de créer des emplois non délocalisables, d'améliorer la santé et de faire du lien social. Donc, on voit bien dans cette table ronde un très fort consensus qui se dégage. Deuxième élément, je serai très bref. Deuxième élément, des initiatives, il y a des mots qui ont été utilisés, accélération, momentum. C'est un sujet ancien. Quand on est en politique, on l'a entendu depuis longtemps parler de ce sujet. Et au fond, que ce soit à Paris ou maintenant comme sénateur, et au fond, là, on a l'impression qu'il y a un élan avec le plan de relance, mais pas seulement, avec les propositions qui sont faites, etc., que c'est le moment d'y aller tous ensemble pour réussir cette rénovation énergétique. Et je voudrais vraiment conclure, si c'est possible, cette table ronde par cet aspect positif. C'est-à-dire que c'est ça, moi, que je retiens. Mais il y a des freins qui ont été aussi indiqués par des gens qui connaissent très bien les sujets et des propositions qui sont faites sur les copropriétés, sur la composition des prêts, par exemple, sur un certain nombre de points. Et évidemment, la représentation nationale, le Sénat, sera aux côtés des acteurs pour reprendre ces propositions, pour aider à l'accélération et pour débloquer, que chacun joue son rôle. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il faut maintenant qu'on fasse un effet plateforme, c'est-à-dire qu'on puisse s'adresser aux copropriétés notamment. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a l'État, il y a beaucoup d'acteurs qui connaissent les copropriétés parce qu'elles s'y inscrivent. Et donc, il faut faire du push, il faut être proactif. C'est-à-dire qu'il faut par exemple que ma copropriété reçoive des propositions pour faire les travaux énergétiques d'un bâtiment qui est en l'occurrence à la fin des années 70. Donc c'est ça, mais vraiment, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que nous, les acteurs politiques, on est aux côtés des acteurs techniques, administratifs, privés comme publics, pour faire cet effet plateforme et pour se dire, puisque c'est le momentum, saisissons-le cette fois, qu'on ne se fasse pas arrêter par des blocages techniques ou administratifs, comme je l'ai trop souvent entendu. Et ce que j'ai entendu de la table ronde, c'est cette envie très forte, cet élan, et en même temps, des derniers déblocages à opérer. Et on est à vos côtés pour le faire. Merci, Monsieur Bargeton. On va peut-être prendre une première question de Monsieur Bricou, s'il m'entend. Est-ce qu'il m'entend? Oui, vous m'entendez? Bonsoir, oui. Oui, bonsoir, monsieur Bricou, donc député de l'Aisne. Écoutez, je vous salue tous et je remercie les organisateurs de m'accorder quelques minutes de temps de parole pour présenter un dispositif qui a déjà été présenté sous forme d'une proposition de loi qui s'appelle la prime climat. Le dispositif concerne le secteur privé, donc bailleurs ou propriétaires occupants. Alors, je vais illustrer peut-être par un exemple pour être peut-être plus concis et plus clair. Exemple d'une personne qui est propriétaire d'un logement donc classé F ou G. Elle s'adresse directement à un guichet unique, à l'ANA ou l'un de ses mandataires pour l'accompagnement évidemment de l'occupant, enfin du porteur de projet. Et l'ANA s'occupe aussi, ou l'un de ses mandataires, du suivi complet du dossier, du premier devis jusqu'au règlement des factures. Donc les devis sont établis avec une approche, et ça a été souligné il y a quelques instants, une approche globale et performante du logement. On imagine par exemple 50 000 € de travaux. Le financement est un peu particulier puisqu'il se répartit en deux parts. Une première part qui est une subvention en fin de compte forfaitaire qui peut varier de 20 à 40% suivant la situation sociale de la personne. Alors, dans le cas, par exemple, d'un logement où il y aurait 50 000 € de travaux, ça représente donc une subvention qui est acquise définitivement par le porteur de projet qui serait de 15 000 €. Et pour ce qu'on appelle le reste à charge, qui est souvent une difficulté de financement, il y aurait une deuxième partie qui serait financée sous forme d'une avance remboursable, au moment de ce qu'on appelle la mutation du bien, au moment de la vente ou de la succession. Ce qui donne la possibilité avec une possibilité de remboursement anticipé ou de prêt au zéro pour les gens qui sont soucieux, bien sûr, de leur héritage. Donc, en deux mots, la personne n'a rien à s'occuper. C'est l'ANA ou son mandataire qui gère le dossier d'un bout à l'autre avec un système forfaitaire donc, qui simplifie très fortement la mise en place de dossiers. Et rien à débourser non plus. Donc, ça veut dire que socialement, c'est un gain net de pouvoir d'achat pour la personne qui est dans le logement. On est bien dans une approche globale et performante. Alors, sur le financement du dispositif, alors sur la part forfaitaire, bien sûr, en fin de compte,
on concentre tous les financements qui sont prévus dans les aides qui existent déjà, et puis avec un complément pour se caler en fin de compte avec les besoins pour avoir une neutralité carbone pour 2050. Voilà, donc je crois qu'on ne peut pas faire plus simple, plus facile. Je crois que c'est un dispositif qui lève en fin de compte tous les freins notamment en reste à charge, voilà, et qui répond en fin de compte aux grands enjeux, qu'ils soient écologiques, sociaux ou économiques. Voilà, je vous remercie de m'avoir accordé ce petit temps de parole pour proposer une idée qui sort un petit peu des rangs. Merci de cette intervention. Ce qu'on constate quand même, c'est que véritablement tout ça s'aligne et que l'effet masse est déjà complètement présent sur les interventions des uns des autres. Cela dit, il y a encore quelques frottements et quelques ralentissements. J'ai une question là qui a été posée sur le chat pendant que vous exposiez. C'était celle concernant le refus des propriétaires de rénover un logement qu'ils avaient en location. Est-ce que quelqu'un veut parler de ce sujet? Comment faire pour que tout le monde y aille, quoi, en quelque sorte? Si je peux reprendre la parole 2 secondes, simplement dire que effectivement, l'un des principaux freins, c'est souvent le reste à charge après le financement des travaux, après les aides qui sont accordées. Et le dispositif qu'on propose, justement, permet de lever tous ces freins avec ce système d'avance remboursable. Mais je vais vous laisser. La question est plutôt sur les propriétaires bailleurs, je crois, ceux qui ont des locataires et qui ne veulent pas investir. Je peux en dire un mot si tu veux, après d'autres compléteront, mais sur les propriétaires bailleurs, on parle souvent d'un décalage d'intérêt, c'est-à-dire que celui qui investit, le bailleur, n'est pas celui qui bénéficie des économies d'énergie, n'est pas celui qui bénéficie du gain de confort. Donc, il y a ce décalage. Il y a souvent l'idée qu'il n'est pas subventionné. Alors, à mon avis, il y a besoin de beaucoup de pédagogie. Nous, quand on fait nos modélisations financières, et on en fait plusieurs centaines par an, c'est quasiment les plus aidés, les propriétaires bailleurs. C'est ceux qui ont le reste à charge le plus faible, grâce à un dispositif qui s'appelle le déficit foncier. Il leur reste en général à charge que la moitié du montant des travaux. Donc déjà, à mon avis, beaucoup de pédagogie sur ce volet-là. Et l'autre aspect, c'est d'insister sur le côté prise de valeur. On parle de valeur verte. On devrait, à mon avis, aussi beaucoup insister sur les décotes grises, c'est-à-dire un logement rénové prend de la valeur, un logement pas rénové, en particulier quand on est dans un territoire où il y a de plus en plus de logements neufs à proximité, il va perdre de la valeur progressivement. Donc, un bailleur, par définition, il a une approche patrimoniale de son bien, puisque son bien, il l'a pas pour l'occuper, il l'a pour le gérer, c'est du patrimoine pour lui. Donc, insister sur cet aspect-là. Et puis, le dernier aspect, c'est évidemment de l'obligation en parallèle. L'obligation doit arriver qu'en fin de chaîne, mais elle doit exister en voiture-balai pour ceux qui, malgré toutes les bonnes raisons de le faire, qu'elles soient privées ou collectives, ne le font pas. Et il faut qu'en bout de chaîne, ce soit obligatoire et qu'ils sachent qu'en 2040 ou en une certaine année, il doit obligatoirement avoir réalisé la rénovation de son logement. Anne-Lise, vous vouliez dire un mot? Oui, pour compléter déjà le propos déjà très complet de Raphaël Claustre, 2 choses. Raphaël a parlé de la valeur verte de ces logements rénovés ou de la décote grise. Il y a associé à cela la fluidité sur le marché locatif. On sait que dans les zones détendues, des biens sobres en énergie se loueront plus vite parce qu'aujourd'hui, les charges d'énergie peuvent constituer dans des marchés détendus un critère de choix du logement. Donc ça, c'est tout à fait important. Et on a des études notariales qui le montrent. On a des études notariales qui montrent la valeur verte, mais on a des études plutôt avec les agences immobilières et les syndics qui le montrent. Et je pense qu'on a collectivement un défaut de pédagogie à l'égard des propriétaires bailleurs pour leur expliquer que leur logement rénové dans un territoire détendu se louerait plus vite. C'est le premier élément de réponse. Second élément de réponse, on peut imaginer qu'avec l'ouverture dans quelques semaines de MaPrimeRénov' à l'ensemble des propriétaires bailleurs, on va aussi pouvoir stimuler cette cette demande de rénovation énergétique. Jusqu'à présent, effectivement, les propriétaires bailleurs se sentaient un peu exclus des dispositifs incitatifs. Il en existait un qui s'appelait la 3e ligne de quittance, mais qui était peu ou pas utilisé. Et puis enfin, de rappeler cette voiture balai qu'évoquait Raphaël Claustre. Il y a d'ores et déjà de programmer dans la loi une interdiction à terme de mettre sur le marché locatif ce qu'on appelle les passoires énergétiques.
Il y a aujourd'hui un débat au sein de la société et au sein des experts sur la définition de ce qu'on appelle une passoire énergétique, mais ce mécanisme de voiture-balai est déjà programmé. La Convention citoyenne pour le climat enjoint le gouvernement à aller un peu plus vite, mais en tout cas, aujourd'hui, ce système-là est d'ores et déjà prévu. Merci Anne-Lise. Alors, je suis désolé, Daniel Debois, il voulait reprendre la parole également, mais on ne va pas avoir le temps puisqu'on arrive au terme de ce webinaire. Je vous remercie tous. Je crois que ce moment a été quand même une grande démonstration d'un alignement des planètes, un momentum, un consensus où chacun a sa part, chacun a sa responsabilité et chacun a son agenda aussi. Je crois qu'on travaille tous beaucoup pour que tout ça émerge et émerge vite. On cherche l'efficience, on cherche la rentabilité, on cherche aussi à sauver la planète et à sauver nos enfants. Et je voulais vous dire l'immense joie que j'ai eue de pouvoir partager ce moment-là avec vous et de pouvoir vous entendre. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et très bonne soirée à tous ceux qui ont pu assister à ce webinaire. Merci beaucoup à tous pour votre participation.